Je voulais évoquer avec vous la figure de Lucien R en essayant, contrairement à ce qui est fait d'habitude, de le replacer dans la géographie précise du 5e arrondissement. Parce que d'une certaine manière, on peut raconter une part décisive de tout son parcours, et à travers lui, vous allez le voir, de beaucoup d'autres acteurs tout à fait importants, à travers la topographie de l'arrondissement et ses enjeux. Alors d'abord, on associe en général Lucien R à une époque bien particulière, celle qui a vu apparaître dans le socialisme français des figures comme Alexandre Desrousseaux, qui se faisait surnommer Braque, mais aussi Léon Blum, Marcel Déat, mais aussi Jean Jaurès, Jean Perrin, Albert Thomas. Toute une série de très grandes figures du socialisme français, entre 1890 et 1940 en gros, qui ont été normaliens de la rue d'Ulm. Et sans compter les savants, les lettrés qui, s'ils n'ont pas été au premier rang de la vie politique, ont contribué, parfois de manière décisive, à la constitution de la doctrine et même d'ailleurs de l'unité du Parti socialiste qui est faite en 1905. Par exemple, des germanistes philosophes comme Charles Andler, ou Félicien Chalet, ou Lucien Febvre, Marcel Granet, Maurice Halbwachs, Albert Mathiez, Mario Roch, Charles Péguy, François Simian, tous des élèves de l'école normale de cette période-là, très précisément, et qui ont été à divers titres, que ce soit dans l'histoire de la sociologie, de l'anthropologie, de l'histoire et aussi du socialisme français de l'époque, au premier rang. Et c'est à cette époque-là, en gros, dans le cadre de l'école normale supérieure, qu'a lieu en France l'introduction de la pensée de Marx, qu'est pérennisée d'une certaine manière la pensée des Saint-Simoniens, des socialistes français, mais qui est aussi mis en œuvre le mouvement des universités populaires, que s'organise la participation des intellectuels à l'affaire Dreyfus, le dreyfusisme politique d'une manière générale, c'est aussi pour une partie la création du journal L'Humanité qui se fait là, et enfin l'unification des courants socialistes dans la SFIO au moment de sa naissance. Et c'est la figure de Lucien R, bibliothécaire de l'école, entre 1887, novembre 1887 et 1925, que l'on cite le plus souvent, sinon pour expliquer, du moins pour unifier en quelque sorte toutes ces figures, puisque, comme bibliothécaire, il a vu passer, il a connu presque toutes ces figures, de près ou au moins de pas très loin, et parce que, en leur fournissant leurs livres, il a donné une partie de leur orientation intellectuelle, voire politique, à ces figures importantes. Alors Lucien R, en quelques mots, il a été lui-même membre de groupements socialistes, en même temps qu'il commençait sa carrière de bibliothécaire, proche de Jean Alleman, dès 1889, et particulièrement dans le cercle ouvrier socialiste du 5e arrondissement, du quartier du bas de la rue Mouffetard. Il a été par ailleurs, précisément à la bibliothèque, les registres d'acquisition le montrent, l'introducteur dans les rayonnages d'une part décisive de la philosophie allemande, qui n'y avait pas vraiment cours, et parmi les philosophes allemands de Marx, par exemple, qui a été décisif, à de nombreux titres pour les générations qui y sont passées. Il a fourni à son cadet Charles Andler une partie de sa formation intellectuelle. C'est ensuite l'un des grands germanistes de l'université française, mais aussi à Jean Jaurès, les bases de son travail universitaire, parce que Jean Jaurès, en 1889, battu aux élections, se replie en quelque sorte sur son travail universitaire, commence ses deux thèses, la thèse latine et la thèse française, et le fait en retournant dans sa bibliothèque initiale, la bibliothèque de l'école normale. Léon Blum racontait devoir, à 2 heures de débat à bâton rompu sur les Champs-Élysées avec Lucien R,
sa conversion socialiste. Lucien R passa aussi pour le mentor de la promotion socialiste, dite socialiste de 1894, celle de Charles Péguy, mais aussi celle d'Albert Mathiez, le spécialiste de la Révolution française. Et il passe aussi pour celui qui aurait converti Jaurès à la cause des Dreyfusards à l'automne 1897, puisque Jaurès, comme beaucoup de socialistes, n'était pas Dreyfusard en 1897, soit qu'il se désintéressât de l'affaire, soit qu'il soit, comme du côté de Jules Guesde, nettement hostile à la figure du capitaine, rabattu sur celle d'un bourgeois, avant que d'être un citoyen. Il a été, Lucien R, le grand animateur de ce dreyfusisme à l'école normale, et il a animé aussi, avec Charles Péguy, la librairie Bellet, au coin de la rue Cujas et de la rue Victor Cousin, qui assurait le lien avec les étudiants et les professeurs de la Sorbonne. Je passe sur toutes ces étapes pour bien achever cette biographie. À partir des années 1900, Lucien R est une figure essentielle de la SFIO, naissante, même si il n'y prend jamais les premiers rôles politiques, se cantonnant à une attitude d'inspirateur, d'organisateur, cette figure qu'il aimait, à laquelle il aimait se tenir, disons de l'éminence grise ou de l'organisateur de l'ombre, de celui qui travaille sans souhaiter être au premier plan. Si le NS fut le lieu précis d'où s'exercèrent sur le socialisme français toutes ces tendances, qui ont été finalement nationales, c'est parce que, précisément, à l'école normale, le socialisme s'intégrait dans un espace qui était un espace urbain, un paysage politique et social spécifiquement parisien, qui avait des particularités. Et autour de Lucien R, de cette manière, se déploie, ou on peut déployer, une véritable géographie militante, spécifique à la capitale, une géographie intellectuelle et savante aussi, et l'articulation des deux. Et c'est un moment original de l'histoire parisienne, l'histoire locale. Alors d'abord, Lucien R à la rue d'Ulm. Il a d'abord été élève, en 1883, et jusqu'en 1886. Alors, à cette époque-là, l'école normale est vraiment un cloître laïque. C'est ainsi que Victor Cousin avait voulu la refonder, et ça se voit encore physiquement dans la structure du bâtiment. Il est conçu comme un quadrilatère, avec des galeries autour d'un espace de jardin. Et c'était un cloître au sens aussi de la clôture. L'ENS ne faisait pas partie alors de l'université, elle ne fera partie de l'université qu'en 1904. Elle constitue une institution à part, rattachée directement au ministère de l'Instruction publique, qui ne délivre pas de diplôme, mais qui forme directement, en 3 ans, à l'agrégation. Elle forme une partie des maîtres du secondaire et déjà une proportion importante des professeurs des facultés. Les professeurs qui y exercent ont un titre particulier de maître de conférences spéciales et, logiquement, ils sont tous issus de l'école normale. Ils sont tous des anciens élèves. Alors la première innovation par rapport à ce système apparaît en 1886 lorsque c'est Ferdinand Brunetière, le futur directeur de la Revue des Deux Mondes, qui s'installe comme professeur de littérature comparée. Parallèlement, les années 1880, celles où Lucien R entre à l'école normale, sont celles de la réforme de l'enseignement supérieur. À partir de 1879, les républicains qui sont arrivés au pouvoir souhaitent transformer de fond en comble l'université française. Pour 2 raisons. Parce que l'université française est en quelque sorte une coquille vide, qui n'a en gros ni étudiants, ni recherche, et parce que le modèle en cours est le modèle allemand. Et que de ce point de vue-là, l'université française a 50 ans de retard. Qu'est-ce qui s'y fait ? Eh bien, essentiellement des cours publics, qui sont des cours mondains. Il n'y a à peu près pas d'étudiants. Et pour l'essentiel, étant donné qu'il y a l'école normale, de toute façon, l'agrégation se prépare ailleurs.
les républicains engagent une réforme de fond de l'université en l'orientant vers une recherche associée à l'enseignement. Et pour ça, eh bien, il crée un corps qui est celui des maîtres de conférences. Il crée des bourses d'enseignement. Et évidemment, vous savez aussi qu'il contribue à créer le bâtiment de la Sorbonne, qui est livré en 1892. Qui, je fais un petit excursus, est en même temps architecturalement déjà totalement dépassé en 1892. Par rapport aux nécessités de l'université, il est déjà totalement dépassé. C'est un grand bâtiment d'honneur, très beau, mais qui ne correspond déjà plus à la structure de la recherche en laboratoire. Et on en souffre toujours, d'ailleurs, de manière structurelle. Alors cette réforme de l'université, évidemment, elle est inspirée par un certain nombre de savants qui tiennent à la recherche, comme Hippolyte Taine, comme Renan, comme Gaston Paris, comme Michel Bréal, comme Gabriel Monod. Beaucoup d'entre eux, Gabriel Monod par exemple, qui enseigne l'histoire, se trouvent être aussi proches de l'école normale. Cette réforme va donc peser aussi sur l'école normale, avec comme perspective de transformer l'école normale en lieu de recherche, en institut de recherche, on dirait de nos jours d'excellence, disons en institut de recherche spécialisé. Et Lucien R fréquente l'école normale à cette époque-là, et il voit s'exercer toutes les tensions propres à l'institution. Un corps professoral et des contenus d'enseignement qui restent extraordinairement traditionnalistes, au fond profondément rhétoriques. 80% du temps est encore occupé par les lettres classiques. Et lorsqu'on enseigne autre chose que les lettres classiques, c'est selon des formules qui sont relativement anciennes, que ce soit pour la philosophie ou pour l'histoire. Il est hors de question, par exemple, d'enseigner une histoire postérieure à 1789. Ce qui, en 1880, commence tout de même à dater un peu et pose quelques problèmes de compréhension et d'inscription dans la vie moderne, évidemment. Mais après tout, l'école, à cette époque-là, est construite véritablement comme un cloître, organisée selon un principe qui est celui de la pédagogie de la serre, comme on dit, le milieu clos, pour faire pousser de belles plantes, les rassembler en permanence pour aboutir, et c'est toujours le cas d'ailleurs sur ce plan, pour aboutir à une très forte proximité entre les enseignants et les élèves, mais aussi entre les élèves eux-mêmes, qui ont une obligation d'internat, qui doivent donc suivre les mêmes cours, au moins pour la section de lettres d'un côté ou la section de sciences de l'autre, et qui doivent échanger, travailler ensemble le plus possible. L'internat est obligatoire, et pour les élèves de l'école, l'assistance au cours est obligatoire pour la première et la deuxième année. Et même la clôture est obligatoire. On ne sort pas physiquement de l'école pendant la première et la deuxième année. Alors ça, c'est évidemment dans le règlement intérieur. Ça n'empêche pas de sortir, mais par des voies, disons, illicites. Je vous donne un élément c'est un véritable règlement de couvent. Le lever se fait à 5 heures l'été, à 6 heures l'hiver, avec une étude jusqu'à 7h30, le premier déjeuner et la récréation de 7h30 à 8h, les conférences et études de 9h à 12h, le second déjeuner et la récréation de 12h à 13h30, l'étude ou la conférence d'anglais de 13h30 à 15h, de nouvelles conférences de 15h à 16h30, une récréation de 16h30 à 17h, une étude ou les conférences d'allemand de 17h à 20h, le dîner et la récréation de 20h à 21h, la veillée facultative de 21h à 22h et l'extinction des feux à 22h. C'est un régime très sévère, au moins sur le papier, qui était dans l'ensemble respecté. Évidemment, les élèves majeurs s'efforçaient de desserrer un peu l'étau de ce système trop fermé, mais dans l'ensemble, il fonctionnait assez bien, avec tous les effets que je dis de fermeture intellectuelle aussi. C'est-à-dire qu'on reproduisait le modèle de formation interne à l'école et que la réforme de l'université, qui se produit au même moment, suscite évidemment des tensions
auquel un Lucien R est évidemment sensible. D'autant plus que la politique presse de partout. L'école est depuis longtemps un lieu présenté comme le conservatoire du libéralisme politique. Il est, depuis les années 1840, l'objet de l'agressivité, voire de la répression, en gros de l'archevêché de Paris, mais d'une manière ou d'une autre, disons, de la hiérarchie ecclésiastique. La tension est très forte sur la constitution du corps enseignant, sur ce qu'on enseigne à l'intérieur de l'école normale, puisqu'on y enseigne, disent une partie des membres de l'Église, le libéralisme athée, donc l'immoralité. Et de ce point de vue-là, de nombreuses périodes entre 1840 et 1880 sont marquées par des conflits forts, des présidents qu'on démissionne, des professeurs qu'on essaye de mettre à pied. Et il n'est pas étonnant dans ces conditions-là, évidemment, que l'école ait été plutôt dans le camp de l'opposition à l'époque du Second Empire, et qu'elle se soit trouvée, à partir de la fin des années 1870, dans une attitude globalement favorable aux républicains. Une partie de l'école plutôt orléaniste, l'autre partie plutôt républicaine, mais républicaine modérée dans tous les cas. Le directeur de l'école de 1870 et 1880 était un ami personnel de Thiers, par exemple, et la période suivante voit une véritable histoire d'amour se lier entre l'école et la République commençante, puisque une circulation se met en place. Le directeur de l'enseignement supérieur, Louis Liard, le deuxième directeur de l'enseignement supérieur, décide de mettre en place un système de modernisation de l'université par des voyages en Allemagne. Il envoie des étudiants sélectionnés faire un voyage dans les universités allemandes, avec pour charge de revenir avec un rapport détaillé sur la manière dont l'université allemande est organisée. Pourquoi est-elle meilleure que la nôtre? Et qu'est-ce qu'il faut imiter? Et on va chercher les missionnaires de ces voyages d'études parmi les normaliens, de manière à peu près systématique, des normaliens de la fin de troisième année, ceux qui viennent d'obtenir l'agrégation. Et à l'époque, on réforme l'agrégation, qui jusque-là était fortement tenue par les plus conservateurs des membres de la Sorbonne, voire de l'épiscopat, à l'époque où la séparation n'était pas faite. C'est donc dans le vivier des normaliens que vont se recruter ces missi dominici de l'université française, chargés de sa modernisation, et qui, au passage, doivent le faire dans un esprit républicain, faute de quoi, évidemment, on ne leur paye pas le voyage. Par ailleurs, toute une série de figures, disons, républicaines modernisatrices arrivent à l'école dans le même temps. Gabriel Monod, le fondateur de la revue historique, enseigne l'histoire à l'ENS entre 1876 et 1902. Il tient donc dans son enseignement, qui veut être un enseignement moderne, à l'image de la science allemande, il tient dans son enseignement toutes les générations de normaliens qui passent à cette époque-là. Alors, cela ne se fait pas sans conflit. Par exemple, toute une série de philosophes des années 1880 ont beaucoup de mal à pousser leurs recherches, notamment sur la philosophie allemande. Et c'est le cas, évidemment, de Lucien R, élève, et d'un élève un peu plus jeune que lui, Charles Andler. La difficulté est grande de faire reconnaître leur intérêt pour la philosophie allemande, par exemple, comme légitime. En dehors de Leibniz et de Kant, il n'était pas question de faire leur part aux philosophes allemands du XIXe siècle. Bon. Quelqu'un comme Charles Andler, par exemple, est contraint, en quelque sorte, à passer l'agrégation d'allemand. Parce qu'en philosophie, il sait qu'il ne l'aurait pas. Lucien R doit sa deuxième place à l'agrégation de philosophie à une orientation germanophile. Alors, deuxième place, vous me direz, c'était pas si mal que ça, sauf qu'à l'époque, il y a peu de place dans les agrégations, et que lorsqu'on est à l'ENS, on est en quelque sorte préparé pour être
le premier, le deuxième ou le troisième. Donc évidemment, être le deuxième sur 2 candidats ou être le deuxième sur 3 candidats n'est pas une bonne réussite à l'aune de ces critères très internes à l'ENS. Les tensions donc à l'intérieur de l'école au sujet de la modernisation, et ces tensions passent notamment par Lucien R, qui très tôt manifeste un intérêt, contrairement à ses maîtres en philosophie, comme Boutroux, manifeste un intérêt certain pour les sciences physiques, les sciences biologiques, les sciences psychologiques, les sciences sociales. Et il aimerait, notamment au terme de son voyage en Allemagne, qu'il prolonge de manière un peu surprenante, et ça c'est très rare à l'époque, vers la Russie, en 1887, il aimerait justement faire rentrer dans l'école normale un certain nombre de choses qu'il a découvertes, de choses qu'il a vues, de choses qu'il a lues en Allemagne. Il s'inscrit dans ce combat philosophique, qui est aussi un combat politique, évidemment, mais à l'époque, rien n'indique qu'il soit déjà socialiste, qu'il se réclame du socialisme. En 1887, de retour de son voyage, il pose sa candidature pour la bibliothèque de l'école. Or, c'était un poste qui jusque-là n'avait pas laissé de grands souvenirs, puisque c'est un poste temporaire. C'est un poste qu'on occupe quelques années, en quelque sorte, pour occuper son temps et pour avoir un traitement, le temps de finir une thèse, de finir une recherche. C'est un poste tremplin pour autre chose. Et Lucien R, dès le départ, affirme que quant à lui, il considère que ce sera son travail, être bibliothécaire. Était-ce vrai en 1887 ? Avait-il vraiment l'intention d'en faire sa carrière ou était-ce pour conquérir le poste ? Il est possible que c'est été vrai dès le départ, puisque c'était plutôt un argument contre lui. Le directeur de l'école normale considérait justement que le poste de bibliothécaire devait être un poste temporaire, qu'il s'y ennuierait, qu'il n'était pas question qu'il y reste longtemps. Il a fallu la médiation de Louis Liard, le directeur de l'enseignement supérieur, pour qu'il obtienne le poste. À partir de ce moment-là, il est donc bien en place, il voit passer les générations de normaliens, il constate la pauvreté extrême des collections en matière de philosophie, leur ouverture internationale inexistante, que ce soit à la philosophie allemande, évidemment, mais à la philosophie ou à la sociologie anglaise, ou à l'économie anglaise, puisque c'est aussi un lecteur de Spencer, c'est aussi un lecteur de Darwin, et il constate qu'il n'y a rien, ou presque de tout cela, à la bibliothèque de l'école, qui reste absolument dominée par les classiques du XVIIe siècle et du XVIIIe siècle, et au mieux par Victor Cousin, qui à l'époque n'a vraiment plus bonne presse dans l'université chez les jeunes savants. À partir de là, il engage donc une politique d'acquisition systématique de livres allemands. Et anglais, secondairement. C'est de là que datent les très grandes collections allemandes, en philosophie et en sciences de l'Antiquité, qui font référence et qui sont toujours, disons, l'un des fonds les plus précieux de l'école normale, puisque certaines collections sont continues depuis que Lucien R en a commencé l'acquisition, en 1888. Alors, commence pour lui un travail de long cours qui ne s'arrêtera qu'en 1925 et dans lequel il ne brille pas particulièrement. Il ne cherche pas à briller, d'ailleurs. C'est un travail de long cours. Il constitue progressivement, dans la bibliothèque de l'école normale, un fonds de très grande qualité dans lequel il fait rentrer, y compris, du Marx, quitte à affronter quelques-uns de ses contemporains les plus éminents, même dans l'école normale. Et dans le même temps, et c'est le deuxième point que je voudrais évoquer, dans le même temps, parce qu'il est stable, stabilisé, installé, il peut développer aussi d'autres activités. Et il se trouve que précisément, c'est autour de la rue Mouffetard, qui évidemment n'est pas très loin, qu'il va fréquenter toute une série de militants des groupuscules socialistes qui se structurent à l'époque à Paris. Qui sont-ils ? Eh bien, au fond, ce sont les héritiers des sans-culottes. Ces artisans, ouvriers et artisans,
si nombreux à Paris, qui font d'ailleurs, pour une bonne part, le renom international de Paris, puisque c'est eux qui produisent ce qu'on appelle l'article de Paris. Ces produits artisanaux, la plupart du temps luxueux, qui se vendent dans le monde entier, qui ornent à la fois les maisons aristocratiques, les décors de théâtre, les calèches, les intérieurs bourgeois, et ces ouvriers artisans qui sont caractérisés à Paris par le fait qu'ils sont très alphabétisés, des lecteurs actifs, et aussi très politisés. Et ce, depuis longtemps. Depuis au moins, disons, le dernier tiers du XVIIIe siècle. Or, ils ont été les républicains révolutionnaires les plus avancés, les plus radicaux, au cours de la Révolution française. Et c'est une tradition qui n'a pas cessé, puisque Paris a été, de manière continue, animé par ces mouvements. Évidemment, entre 1789 et 1794, mais évidemment aussi en 1830, et tout au long de la décennie 1830 d'ailleurs, mais évidemment en 1848, mais évidemment en 1849, en 1851 dans la résistance contre le coup d'État, et a fortiori encore en 1871, fin 1870, début 1871, au moment de la Commune. Alors c'est un monde dont le modèle économique est en quelque sorte dépassé, puisque dès les années 1870 se développe l'espace usinier moderne, mais il est dépassé si on le regarde rétrospectivement. Il est à cette époque très actif, toujours très performant économiquement, et ses ouvriers sont très présents dans l'espace parisien. Ces ouvriers aussi sont, donc je l'ai dit, très politisés, très républicains radicaux, mais ils ont, pour une partie d'entre eux, subi la répression de la Commune, et les formules républicaines du passé n'ont plus le même attrait. Ils subissent assez lourdement le déclassement progressif, assez lent, mais le déclassement progressif de leur type de métier, la concurrence par une main-d'œuvre moins chère, la concurrence par l'espace usinier, par le produit de grande consommation. Et en même temps, ils subissent la crise rampante des années 1880, une crise de sous-consommation qui pèse sur leur activité en général. Ces ouvriers sont donc sensibles, d'une manière ou d'une autre, à des solutions politiques nouvelles. Et il se trouve qu'ils rencontrent dans ce domaine toute une série de médecins, de journalistes, de typographes, qui ont été aussi d'actifs membres de la Commune, et qui travaillent à les organiser en groupes d'études, en groupes de recherche, en syndicats. C'est dans cet univers que Lucien Hère cherche à militer dès 1888. Il participe à un cercle d'études qui est créé dans le 5e arrondissement, précisément dans le quartier du bas de la rue Mouffetard. Alors, c'est là que je voudrais donner quelques éléments sur la composition sociale de l'arrondissement à cette époque. Le quartier de la Sorbonne, que fréquente Lucien Hère, est caractérisé évidemment par le grand chantier en cours, le grand chantier de l'université. Il y a de très nombreux ouvriers du bâtiment qui y travaillent. Il y a aussi de très nombreux hôtels qui servent de logement aux étudiants, aux garçons de café et aux ouvriers du bâtiment. Autour de la place Maubert restent des quartiers de très grande misère qui sont transformés progressivement par la deuxième vague de l'haussmannisation, qui travaille essentiellement sur le système de façade. Au-delà du Panthéon, vous avez ici le quartier des Couvents.
Et c'est assez amusant de se dire que l'école normale, d'une certaine manière, couvent laïque, se trouve juste à côté des couvents religieux. Encore une ligne de clivage possible, évidemment, avec l'école normale. Esprit laïque, esprit de la science, et, juste en face, les couvents. Les dépendances considérables de ces couvents ont eu pour conséquence de repousser l'habitat ouvrier vers le bas de la colline, du côté de la Bièvre, où se trouve aussi toute une concentration des ouvriers du cuir. La Bièvre est canalisée, et c'est une puanteur absolument atroce qui envahit le quartier. Huysmans s'en parle aussi, c'est une affaire assez connue. Enfin, du côté de Saint-Médard, ce sont des maçons qui travaillent au chantier continu qu'est Paris à cette époque-là, chantier d'osmanisation, chantier de reconstruction des dégâts liés à la période de la Commune, chantier de construction de la Sorbonne et de tous les quartiers environnants. Mais il y a aussi des cordonniers, assez nombreux, qui travaillent plutôt à la cordonnerie de luxe, et ce, autour du Jardin des Plantes. Pour vous donner une idée, il y a 30 000 logements de 2 pièces. On habite très chichement dans l'arrondissement. On est très loin du profil actuel. On habite globalement très chichement, très pauvrement, avec des familles nombreuses. Pardon ? Le profil actuel, c'est pas la plaine Monceau. Oui, mais il n'empêche qu'au... Le profil actuel, c'est pas 200 mètres carrés dans le 5e. Oui, mais le prix du mètre carré a légèrement augmenté. Depuis. Le prix du mètre carré a légèrement augmenté. Le plus souvent, les constructions sont très anciennes et très largement insalubres. Donc c'est dans ce quartier-là que Lucien Hère rentre en contact avec ce qu'il juge être le monde ouvrier, les prolétaires par excellence. D'une certaine manière, il a une révolution de retard. Parce que ce qui se développe en réalité à Paris à cette époque-là, ce sont les emplois de service. Ce qui se développe de manière massive, dans un contexte qui n'est pas moins dur du point de vue social, ce sont les emplois de cochers, de garçons de café, d'employés, évidemment, en très grand nombre. Mais ça, les socialistes de l'époque ne le voient pas. Ça ne fait pas partie du tout de la représentation du monde social qu'ils portent. Alors, il entre en contact avec ce monde, notamment à travers donc, un groupe d'études sociales du 5e arrondissement, où se touchent, précisément, ces médecins, comme Paul Brousse, qui est l'une des figures les plus importantes du socialisme parisien dans son ensemble, comme Paul Brousse, mais aussi donc, des typographes comme Jean Hallman, et toute une série d'ouvriers de ces métiers, souvent de luxe, souvent moins. Et ce groupe d'études sociales vise à créer des chambres syndicales, et il s'en crée beaucoup à l'époque, des bourses ouvrières, des bourses du travail, des sociétés de secours mutuels, des syndicats, des coopératives. Toutes ces structures qui visent à créer une sorte d'économie sociale à côté du marché et qui constituent à l'époque aussi autant d'écoles de socialisme et d'écoles de militantisme. Or, à cette époque, le socialisme est en pleine percée à l'échelle parisienne, notamment au municipal. Et c'est dans le cadre municipal qu'une bonne partie de ce socialisme rêve de se réaliser. Alors c'est notamment cette fédération qu'on a appelée la FTS, la Fédération des travailleurs socialistes, qui ensuite se casse en deux en 1889, et qui participera à la nébuleuse compliquée des groupes socialistes. Ce qu'il faut voir, c'est que Lucien Hère, sous un pseudonyme, Pierre Breton, alors qu'il est alsacien, évidemment, il choisit l'autre figure régionale de l'immigrant, Pierre Breton écrit toute une série d'articles dans un journal, une revue, le Parti ouvrier, dès 1890.
Et ces articles visent très clairement à enseigner aux nouveaux militants du socialisme toute une série de choses qui viennent de l'économie politique, qui viennent de la philosophie socialiste allemande, donc clairement à opérer le passage des rayonnages de la bibliothèque au cercle ouvrier de la rue Mouffetard. Il fait le chemin dans ce sens, il ne le fait pas dans l'autre. Il signe Pierre Breton parce qu'il est hors de question d'être vu. Comme bibliothécaire, il ne peut pas dire qu'il est militant socialiste. Et la distance physique est très maigre, mais la distance sociale est énorme entre les deux. C'est quelque chose qu'on ne dit pas dans le cadre de l'école normale, parce que les républicains de l'époque sont très durs vis-à-vis des serviteurs de l'État, pourtant assez nombreux dès cette époque-là, qui s'intéressent au socialisme. Donc il ne le dit pas, ce qui fait que les élèves de l'école qui fréquentent Lucien R ne sont pas au courant de ce double rôle à l'époque. Ils le seront plus tard, à partir de 1894. Très précisément, je vais vous citer l'une des réflexions de Lucien R, la manière dont il organise les figures humaines qui sont autour de lui. Il classe les hommes en trois groupes, en trois classes. Une classe inférieure, dit-il, qui est rétive à toute forme de réforme par inertie intellectuelle. Il y classe à la fois les plus irrécupérables des bourgeois, dans son langage, et en même temps, disons, les plus aliénés des prolétaires. Une deuxième classe, qu'il dit moyenne, qui au fond est satisfaite de son sort. On pourra peut-être l'ébranler un peu, mais il n'y a pas grand-chose à en attendre. Il évoque une classe supérieure, des hommes à l'esprit actif et instruit, capables de vouloir, au prix de sacrifices et d'efforts dévoués, l'amélioration de l'existence sociale. Cette classe regroupe les 2/3 de la population ouvrière de Paris, environ le tiers du prolétariat du reste de la France. On voit bien que dans la définition même, il essaye d'établir ce qui sera l'un des traits du socialisme français de l'époque, un pont entre les savants, qu'on appellera bientôt les intellectuels, et les ouvriers. La définition est claire, homme à l'esprit actif et instruit. Les deux figures sont jointes. Et par ailleurs, il affirme clairement que le monde ouvrier parisien est l'avant-garde, puisque c'est 2/3 du monde ouvrier parisien qui est dans ces hommes actifs. Alors, il commence malgré tout à l'époque à mobiliser un élève, Charles Andler, philosophe, intéressé par les lectures allemandes. Et il l'envoie, dans le contexte de sa thèse, au contact des socialistes allemands, qui à l'époque sont en train de mettre en place ce qu'ils appellent le réformisme, c'est-à-dire un marxisme, disons, adapté à la démocratie libérale, qui puisse rentrer dans le cadre de la démocratie libérale et notamment de l'activité parlementaire. Charles Andler est en quelque sorte le voyageur qui va faire le travail pour Lucien R, qui ne peut pas quitter son poste de bibliothèque et qui ne peut pas s'exposer. Charles Andler, dans le cadre de sa thèse, va aller au contact d'Edward Bernstein, des grands théoriciens allemands. Mais il va aller aussi à Londres, au contact des théoriciens anglais, de la SDF, Social Democratic Federation, donc la Fédération socialiste démocrate, que Marx a tenté de fonder à Londres, qui n'aboutira pas, et par contre au contact des gens de la société fabienne, qui sont à l'origine du Parti travailliste. Et c'est dans ce cadre aussi, comme bibliothécaire et comme militant socialiste, qu'il reçoit en 1889 un ancien parlementaire, philosophe, battu aux élections, qui revient faire sa thèse. Jean Jaurès. Ils ne se connaissent pas. Et Jaurès arrive avec l'intention de faire une thèse sur les origines philosophiques du socialisme. Et la bibliothèque allemande de l'ENS est une découverte pour lui, parce qu'au fond, il n'y connaît rien. Et donc va se créer entre les deux hommes une forme de travail en commun
Lucien R, orientant Jaurès vers les textes du socialisme allemand et achetant pour lui ce que Jaurès repérait comme nécessaire pour continuer plus loin. Et Jaurès passe cette période, 1889-1893, à travailler régulièrement, ici, dans les bâtiments de l'ENS. À la même époque, à l'époque où Charles Andler se forme. Donc ça, c'est un deuxième temps de l'inscription de Lucien R dans le quartier. On voit bien comment s'organise autour de l'école normale un système, une circulation très étroite physiquement, qui fonctionne très bien. Dans un petit triangle, Lucien R a tout ce qui est nécessaire, en quelque sorte, pour fonctionner. Et pour voir se fréquenter, s'affronter, différents mondes sociaux, ou tenter de créer des ponts entre eux. Lorsqu'il voit passer ses étudiants ou ses élèves et aller vers la Sorbonne, suivre les cours de la Sorbonne, aller vers l'agrégation, il crée ou il vit toutes les circulations entre l'école normale et la Nouvelle Sorbonne. Il crée aussi, il vit les circulations entre la rue Mouffetard et l'école normale. Et à travers cela, il est amené à réfléchir à toutes les formes d'articulation entre ce nouveau socialisme municipal, et c'est très important qu'il soit municipal, parce que le socialisme de Paul Brousse, par exemple, et de la Fédération des travailleurs socialistes, c'est d'abord un socialisme qui dit qu'il faut faire des réformes sociales ici et maintenant, tout de suite, avant la Révolution. Et qu'à la limite, on n'en a peut-être pas besoin s'il s'avère que localement, on peut travailler. C'est bien un socialisme municipal. Et c'est pour ça aussi qu'il peut s'inscrire dans un espace aussi local. Alors il se trouve qu'ensuite, en 1893, la donne change, puisque c'est en 1893, lors des élections à l'Assemblée, qu'apparaît le premier groupe significatif de députés socialistes. Ce qui veut dire aussi que l'option municipale n'est pas la seule. Et c'est à ce moment-là aussi que, pour Lucien R et pour toute une série des gens de son environnement, la perspective peut changer. Il ne s'agit plus seulement de militer localement, ce qui a montré ses limites. En réalité, on perd la trace du militantisme de Lucien R dans le quartier avec les socialistes en 1892. C'est au moment où les différentes chapelles socialistes parisiennes se déchirent. Et visiblement, il n'a plus sa place dans un jeu où montent en puissance, dans Paris, les anarchistes. Et commence la période des attentats. À ce moment-là, Lucien R ne participe plus, visiblement, à ce militantisme local, disons du côté Mouffetard. Mais c'est à ce moment-là que, pour lui, le socialisme se passe dans l'école normale. Et notamment en 1894, avec cette génération particulière qu'on voit arriver, qu'on a appelée la génération socialiste, avec la nomination de Charles Andler comme professeur à l'école normale. Et à ce moment-là, disons, le rapport de force interne à l'école normale commence à changer. Et Lucien R commence à pouvoir parler de socialisme à l'intérieur de l'école. Et il crée en réalité là, dans ce petit cercle des normaliens, un groupe qui va se retrouver à peu près tel quel dans le groupe des Dreyfusards de 1898. Alors, ce n'est pas seulement à l'intérieur de l'ENS, parce que, évidemment, l'âge venant, en 1897, lorsque Lucien R intervient directement dans l'affaire Dreyfus, il a 34 ans, il a toute une série de gens de sa génération qui sont arrivés à des postes, et notamment à des postes au lycée Louis-le-Grand. Lucien Lévy-Bruhl, par exemple, est professeur à Louis-le-Grand à cette époque-là. Et Lévy-Bruhl est un cousin de Dreyfus. Avec Charles Andler, il est proche de Michel Bréal, qui est professeur à la Sorbonne. Et il est proche aussi, et c'est là encore une autre institution essentielle du quartier, il est proche de Gaston Paris et donc de l'École pratique des hautes études. L'École pratique des hautes études avait été fondée en 1867. Elle a été fondée dans une perspective très précise qui est justement de concurrencer l'Allemagne sur le terrain de la recherche. À l'époque, Victor Duruy n'envisage pas une grande réforme de l'université.
Mais il envisage de créer, à côté de l'université, à l'intérieur, dans un statut un peu bizarre, une école spécifique où on va faire de la recherche à l'allemande. C'est-à-dire non pas des grands cours ouverts, mais des petits séminaires restreints, où viennent essentiellement des étudiants et des chercheurs, et qui vont travailler ensemble en définissant des programmes de recherche collective. Et c'est là que, d'une certaine manière, la linguistique française est refondée autour de Bréal, que la science de la littérature médiévale française est refondée autour de Gaston Paris. Et si vous allez à l'école pratique des hautes études, vous verrez qu'il y a une des grandes salles, et la salle Gaston Paris. Et Lucien R se trouve donc en contact avec ces gens qui ont été aussi parmi les modernisateurs de l'ENS et de l'université. Encore un lien qui se fait à travers le quartier et qui permet d'organiser les circulations dans le quartier. C'est ce réseau qui va aussi se mobiliser en 1897, lorsque Lucien R est décidé à rentrer dans l'action au moment de l'affaire Dreyfus. Alors il a commencé par convaincre autour de lui. Et là encore, une partie de l'affaire Dreyfus est une affaire de l'intérieur de l'école normale. Je cite l'un des premiers Dreyfusards de cette équipe, alors non pas de la famille proche de Dreyfus, vous savez que les premiers Dreyfusards, c'est d'abord le frère d'Alfred Dreyfus, c'est Mathieu, puis quelques proches, essentiellement des milieux israélites parisiens, donc notamment Bernard Lazare. Mais ensuite, il y a une sorte de deuxième cercle qui peut toucher des non-juifs, et qui est notamment celui de Lucien R, et aussi celui du surveillant général de l'ENS, par exemple, Paul Dupuis, un des premiers signataires, qui dit, au sujet du bureau de Lucien R, « Son bureau fut le rendez-vous de tous ceux qui voulurent voir clair. Je me rappelle mes doutes, mes hésitations, mes résistances, comment R en vint à bout, non pas par des arguments moraux, mais par des évidences matérielles. » Et c'est très important parce que ces évidences matérielles, elles viennent notamment des philologues. Elles viennent des philologues de l'école pratique. Elles viennent des chartistes, qui sont là aussi, dans le quartier, juste à côté. Et c'est eux qui, avec leur science de la paléographie, démontrent que le bordereau ne correspond pas à l'écriture de Dreyfus. Bon. Et c'est encore, d'une certaine manière, une circulation savante à l'intérieur du quartier qui organise ce réseau, favorisé par le directeur de l'école normale, Georges Perrault, un Dreyfusard, comme on dit, du fort intérieur, c'est-à-dire qui n'ose pas affronter les autorités républicaines, à l'époque, qui sont très fermées à ce sujet-là, mais Georges Perrault tolère totalement que ses subordonnés de l'école normale s'engagent, quant à eux, dans la cause Dreyfusard. C'est un clivage qui passe à l'intérieur de l'école normale, puisque l'un des grands anti-Dreyfusards sera Ferdinand Brunetière, qui y enseigne. C'est l'un de ceux qui lance, dans la Revue des Deux Mondes et dans d'autres grandes revues de la place de Paris, l'attaque notamment contre ce qu'il appelle les intellectuels. D'une certaine manière, le débat entre les intellectuels et les anti-Dreyfusards, en 1898, passe à l'intérieur de la cour du 45. C'est Lucien R qui engage les professeurs, avec Gabriel Monod, mais qui engage aussi les élèves, sortant nettement de son devoir de réserve. Et c'est aussi autour de cet axe que se fonde exactement au même moment la sociologie française. Puisque c'est dans ces équipes-là, François Simian, Célestin Bouglet, Hubert Bourgin, Maurice Alpvax, que sera fondée l'année sociologique, la revue d'Émile Durkheim, qui accédera à l'enseignement à la Sorbonne. Et ces revues sont fondées aussi avec Marcel Mauss, Emmanuel Lévy, des élèves des facultés, non normaliens, ceux-là, élèves des facultés de la Sorbonne. Donc là encore, comme en général le mouvement de Dreyfusard, c'est, d'une certaine manière, l'histoire du 5e arrondissement et de ses circulations savantes et sociales. C'est pourquoi Charles Péguy, qui est, disons, le moins savant d'entre eux, le plus poète et en même temps le plus organisateur, lance sa librairie et les collections
qui iront avec. Donc en l'installant au coin de la rue Victor Cousin, la librairie Bellet, avec Lucien R comme une figure tutélaire. Et c'est dans le cadre de cette librairie que sortira la première collection d'études socialistes à la librairie Bellet, avec une forte circulation de textes venant des sociologues. Alors évidemment, dès qu'il s'agit de faire monter en charge la protestation dreyfusarde, on ne peut plus s'en tenir au quartier. On ne peut plus s'en tenir au quartier latin. C'est vrai qu'une bonne partie des débats ont lieu dans le quartier latin, parce qu'il faut bien restituer l'ambiance. Les étudiants sont majoritairement très anti-dreyfusards. Ils sont très anti-dreyfusards autour des deux grandes facultés les plus représentées, celles qui mènent directement aux élites du pouvoir, c'est-à-dire le droit et la médecine. Et là, les conflits sont très forts, c'est-à-dire qu'on a d'un côté, disons, les normaliens chartistes et les facultés de lettres de la Sorbonne, et de l'autre côté, les facultés de sciences et les étudiants de la faculté de sciences et de la faculté de médecine. Et on assiste à ces scènes de rue qui aboutissent parfois à des combats de rue autour du quartier et dans les rues, autour de la librairie Bellet, etc. Dans un climat qui, rétrospectivement, nous paraît peu inquiétant, puisque rien de sérieux n'a véritablement été tenté, mais qui pouvait l'être. Et c'est le climat dans lequel naît aussi l'Action française, et naissent, par exemple, ces jeunes gens de l'Action française qu'on appellera les camelots du roi, avec cette pratique, justement, du conflit dans la rue jusqu'à la canne, jusqu'à la violence physique très nette. Et c'est l'époque aussi où les anti-dreyfusards, notamment, vont chercher, et là c'est une géographie parisienne plus complexe qui s'ouvre évidemment, vont chercher les artisans bouchers de la Villette pour venir les aider à faire le coup de poing la nuit. L'école, pendant ce temps-là, vous imaginez, est fermée, verrouillée. On se protège, c'est une sorte de petite forteresse. Alors, évidemment, le contexte de l'affaire Dreyfus implique vite de sortir de ce genre de cadre. On mobilise des acteurs qui sont ailleurs dans Paris. L'une des figures, par exemple, des Dreyfusards qui monte à cette époque-là, qui mobilise une partie, disons, de la haute fonction publique, c'est Léon Blum. Léon Blum, lui, habite du côté du boulevard du Montparnasse. Il est issu d'une famille beaucoup plus aisée et lui-même a été un normalien calamiteux. Il a fait 1 an d'école normale et il a été mis dehors parce qu'il ne faisait strictement rien. Ou plutôt, il ne faisait que de la poésie. Alors, ça n'a pas empêché une carrière au Conseil d'État, assez brillante, et une carrière parallèle dans les milieux littéraires de la Revue Blanche. On voit bien comment le choix, disons, par Léon Blum d'une carrière non savante, dès le début des années 1890, se traduit immédiatement dans la géographie parisienne. Il n'habite plus dans le quartier, il a affaire au Conseil d'État, on est sur l'autre rive, et à la Revue Blanche, qui est aussi sur l'autre rive. Donc c'est aussi une autre géographie parisienne qui se met en place à ce moment-là. De la même manière, le soutien de poids pour l'affaire Dreyfus, c'est clair, ça n'est pas Lucien R. Lucien R est une cheville ouvrière à un moment clé. Mais la figure de poids, c'est Zola, évidemment. Au moment du manifeste, c'est le duo Zola-Clémenceau. Et là, c'est la géographie du Paris des boulevards, c'est-à-dire du Paris des grandes maisons de presse. C'est là que se trouve l'Aurore. C'est un autre Paris qu'on mobilise. Donc il y a toute une géographie parisienne qu'on peut esquisser à travers ces conflits, à travers ces moments, à travers ces figures, alors qu'on a tendance à les raconter, disons, le plus souvent, soit d'un point de vue biographique, soit d'un point de vue national. Il y a une véritable géographie parisienne qui donne à comprendre beaucoup de ces rapports, qui permet de les articuler. On a un véritable quadrilatère de la rive gauche au moment de l'affaire Dreyfus, qui va jusqu'à Montparnasse, donc, plus large que le quartier latin, où se construisent des rencontres sociales, politiques, entre la pauvreté ouvrière de la vieille capitale révolutionnaire, le dynamisme intellectuel d'une université en expansion, l'inventivité aussi des cénacles littéraires, parce qu'il ne faut pas oublier que le quartier latin, c'est les cénacles littéraires, c'est les cafés de la littérature, disons, pour Happy Few, qui sont là, par contre, très marqués par l'anarchisme,
mais qui vont aussi abondamment contribuer à l'affaire Dreyfus. Alors je parle un petit peu moins de l'aspect littéraire, parce que l'aspect littéraire est plutôt vers le 6e arrondissement. C'est là, principalement, que se fait la vie littéraire parisienne, c'est là que se trouvent les éditeurs, et c'est là que se réunissent le plus d'auteurs. Mais on les trouve aussi, évidemment, à cheval sur le 5e arrondissement. Donc, un espace parisien qui fait se rencontrer la misère, la pauvreté ouvrière, l'inventivité ouvrière aussi, de la vieille capitale révolutionnaire, le dynamisme intellectuel, ses cercles littéraires, le progressisme républicain, qui a ses propres circuits, et notamment les circuits de la bourgeoisie juive, les promus, et c'est un espace national aussi en réalité, puisque beaucoup des gens de l'ENS ont un parcours de promus de la province. C'est le cas de Jean Jaurès, évidemment, qui viennent à Paris s'intégrer à l'espace parisien, mais qui y apportent aussi d'autres dimensions. Et puis si on continue dans l'analyse, disons, spatiale, ce qui se fait aussi à la Sorbonne, à l'ENS, dans ces mouvements, c'est aussi un accès à Londres, un accès à Berlin. Puisque à travers Charles Handler, à travers Lucien Hère, passent aussi des éléments du fabianisme anglais, du socialisme allemand, des contextes dans lesquels on pourrait aussi, en Angleterre c'est très clair, à Londres c'est très clair, définir à peu près le même type de rencontre sociale. Parce que ce sur quoi je voudrais conclure, c'est qu'à travers Lucien Hère, on peut voir apparaître une figure, on peut voir apparaître le 5e arrondissement sous un angle un peu particulier, mais aussi comme la manifestation d'une métropole très vivante. Parce que c'est un lieu de contact social, de contact intellectuel, de contact politique. Et c'est probablement de ce contact, de cette complexité, de l'ensemble des réseaux qui sont déployés par ces contacts, que naît un moment politique particulièrement important dans l'histoire parisienne, mais aussi dans l'histoire nationale. Peut-être certains d'entre vous ont-ils des questions à poser. En province, comme circuit de réfugiards et anti-réfugiards. On a coutume de dire que la province est anti-dreyfusarde. Mais c'est réducteur, hein, c'est très simple. Il faut bien comprendre que jusqu'en 1898, jusqu'au bon milieu de l'année 1898, l'affaire Dreyfus n'intéresse personne. Ou n'intéresse que des petits cercles. Hein. Ça n'est qu'à partir du moment où, justement, la pétition des intellectuels, le texte de Zola ont commencé à ébranler, à tout d'un coup apparaître dans l'opinion publique, que le débat devient politique. Et c'est à ce moment-là que, notamment la majorité républicaine, hein, qui est en gros majorité républicaine conservatrice à la Chambre, qui essaye d'étouffer ça, absolument, hein, qui essaye surtout de ne pas donner d'écho à ce sujet, c'est à ce moment-là seulement qu'elle commence à être un peu secouée. Or, il y a des élections qui s'annoncent pas très loin, pas beaucoup plus tard, parce que c'est en 1899. Donc, l'enjeu politique devient fort à partir du milieu de l'année 1898. Avant, c'est quand même essentiellement un débat parisien, et qui concerne d'abord les milieux intellectuels et savants parisiens. Et c'est pas pour rien que ça prend forme là, hein, dans cette petite géographie que j'ai essayé de vous décrire. Et c'est très important parce que ça veut dire que en province, on est très peu intéressé par ça, et que si la politisation se fait ensuite en province, c'est plutôt au cours de l'année 1898 et en 1899, dans le cadre des élections. Les élections sont en 1898. En 1899, c'est la reconfiguration de la majorité. C'est le gouvernement de défense républicaine de Valdec-Rousseau. Et les élections sont en 1898. Donc c'est au cours de la campagne que ça commence à monter, hein, et que le débat commence à se faire en province. Alors il y a eu quand même en province des manifestations massives, et qui ont été marquées par des expressions d'antisémitisme très fortes. Donc globalement, les villes de province sont anti-dreyfusardes lorsqu'elles sont dans le jeu. Sinon, la politisation va déployer de la mobilisation dreyfusarde à travers des réseaux habituels, c'est-à-dire à partir du moment où les radicaux prennent position pour la révision du procès, évidemment, ils vont mobiliser leurs réseaux radicaux et républicains dans le sens du procès. Voilà. Mais c'est tardif.
Et c'est vraiment très frappant de voir que les socialistes, par exemple, ne s'intéressent pas du tout à l'affaire, au départ. Et au contraire, toute une partie des socialistes de l'époque sont assez nettement antisémites, pour toute une partie d'entre eux, manifestent un anti-judaïsme qui est un anti-capitalisme. Comme ils associent beaucoup le monde juif à la haute banque, pour eux, d'abord c'est une affaire entre bourgeois, l'affaire Dreyfus, ça ne les concerne pas. Et ensuite, à la limite, la première réaction de Jaurès en 1894, c'est comment il n'a été que dégradé, il n'a été que condamné à la perpétuité. En gros, il aurait fallu qu'il y passe. C'est la première réaction. Et mais comme la plupart des gens d'ailleurs, parce qu'on ne connaît pas ce qui se passe au fond, c'est une rumeur, quoi, c'est encore un traître. Voilà. Bon. Et donc ça prend du temps avant de se constituer, et c'est vraiment crucial, c'est-à-dire le moment où Jaurès est convaincu que Dreyfus n'est pas coupable, et qu'il y a bien là un enjeu qui est celui au fond de l'état de droit, qui est celui au fond de la tradition libérale, c'est vraiment le basculement du socialisme français. Au moment où il cesse d'être antisémite, là il règle clairement cette question-là, il y aura à peu près plus, dans la tradition centrale, il y aura à peu près plus d'antisémitisme dans le socialisme français, et c'est à ce moment-là aussi que Jaurès tire avec lui les socialistes pour dire il n'y aura jamais de socialisme s'il n'y a pas d'état de droit. Bon. Et c'est un moment décisif, c'est un choix fondamental au point de vue politique. Ça. Donc vous voyez, la mobilisation, par exemple dans le monde ouvrier des provinces, ça ne se faisait pas, c'était pas du tout un sujet. Oui. Vous avez beaucoup intéressé, mais vous m'avez beaucoup surpris aussi, en disant que ce serait l'école des Chartes aurait contribué à découvrir la vérité sur Dreyfus. Le souvenir que j'en ai, moi, mais j'ai peut-être pas compris les choses, c'est que les chartistes ne sont pas entrés tout de suite dans le combat, non, bien sûr, tout de suite. et par-dessus le marché, qu'on est venu les chercher en disant, pour être expert à la cour qui a jugé, on est venu les chercher en se disant, oh, ils sont conservateurs, tant mieux, ils vont sûrement parler dans l'autre sens. Or, avec leur grande honnêteté de chartistes, des gens qui étaient catholiques et conservateurs ont dit ce bon. Bien sûr. Oui, mais c'est après coup. Oui. Ça n'est pas au moment, c'est pas eux qui ont été à l'origine. Ah non, effectivement, non, c'est pas eux qui sont à l'origine, tout à fait. Parce que vous avez semblé dire que c'était eux qui avaient dit, ben ça ne peut pas être. Non, bon, dans ces cas-là, j'ai été ambigu, en effet. C'est-à-dire, c'est leur expertise technique. Et ce qui est... après coup. Oui, mais ce qui est important... Et qui a surpris d'ailleurs les milieux, justement, oui. Oui, qui ne s'attendaient pas à ce type de position. Et c'est très important parce que, justement, dans cette géographie-là, c'est-à-dire c'est ce contact qui se fait entre les milieux militants et ceux de la paléographie. Voilà. La paléographie, c'était pas évident qu'elle apparaisse comme ça, comme un outil possible du militantisme, comme un élément, exactement comme la biologie, par exemple, avec Duclos, tout d'un coup apparaît comme pouvant participer à ça. Oui. Je voudrais apporter une précision. Lucien est d'origine alsacienne. Oui. Sa famille a quitté l'Alsace au moment de l'invasion de l'Alsace à l'élection de 70, profondément patriotique et très sensible à l'injustice. Ensuite, je peux vous faire un commentaire. En ce qui concerne Lucien, les relations entre Lucien et Léon Blum, j'estime que c'est presque un problème d'actualité. C'est Lucien R, il a formé une cinquantaine d'intellectuels, mais essentiellement Léon Blum. C'est lui qui l'a transformé, il en a fait un pilier de l'affaire Dreyfus. Ils sont devenus des amis intimes jusqu'à la mort de R, je crois, en 1924, il a été en concert. En tous les cas, Léon Blum est resté fidèle. Et il y a un problème qui se pose, c'est que lorsque Lucien R a disparu, il y a un vide. C'est Léon Blum, théoriquement, qui a pris la suite, qui s'est incarné de son esprit. Et nous en vivons aujourd'hui un peu les conséquences. Alors, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'habite à côté de la rue Mouffetard, il y a une petite place qui porte le nom de Lucien R, annexée. C'est une petite place remplie d'études, donc personne ne le connaît. C'est un objet oublié de l'histoire. Or, c'est un pilier. C'est un pilier, au lieu de demander actuellement se référer à la mémoire de Blum, alors qu'on a insulté pendant 50 ans, on ferait mieux de se référer à Lucien R, qui a fait des grandes choses, qui a ouvert des grandes portes. Et voilà, nous sommes une petite minorité à le savoir. Voilà, je te dis. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui a laissé très peu de traces. C'est assez compliqué parce qu'on est obligé de passer par les mémoires des autres, on est obligé de... Il y a très très peu d'archives à son sujet, et il a laissé une toute petite œuvre. Et quel était son contexte familial? Est-ce qu'il était issu d'un milieu déjà cultivé? Est-ce qu'il était brillant? Est-ce que sa famille
Oui, mais c'est plus son grand-père était paysan. J'ai oublié là pour son père en direct. Non, c'est un processus d'ascension sociale à 2 étages. Hein, donc ça n'est pas de la bourgeoisie intellectuelle ancienne, pas du tout. Mais le processus était déjà engagé, c'est-à-dire c'est pas un miracle de la promotion républicaine qui aboutirait à une promotion très... Oui. Il y a un élément de voisinage aussi qui a joué un certain rôle, bien que plus modeste, c'est l'école de physique et chimie. L'école de physique et chimie qui est municipale est fondée par Schützenberger, qui est un des chimistes alsaciens de Mulhouse qui a refusé de devenir allemand en 1971, qui amène avec lui 2 autres chimistes, Annie Larner et puis Charles Lot, et qui vont se trouver assez proches de Lucien Hère en tant qu'Alsaciens du quartier, et qui vont plus modestement, certes, parce que l'école municipale de physique et chimie, d'abord, elle est municipale, et c'est moins évident d'être aussi indépendant qu'on peut l'être à l'école normale, et qui vont jouer un certain rôle qui sera ensuite repris par le normandien qui est Paul Langevin, qui va enseigner à l'école de physique et chimie, et qui va maintenir cette proximité intellectuelle et aussi politique entre les 2 écoles, normale sud de physique et chimie, y compris évidemment à travers la Fabre-Dreyfus. Qui était déjà installé à cet endroit? Ah oui, l'école de physique et chimie s'installe en 82 rue Aumont, et en 1900 elle est déjà rue Vauclin. Au tout début de l'an. Merci. Alors, vous avez évoqué le mot d'ouvrier, Oui. vous êtes passé assez vite finalement. Quelles étaient les relations entre M. R et ce monde d'ouvrier là? C'est très difficile à dire. Parce que par définition, Lucien R. Les goguettes, par exemple. Les Goguettes. C'est-à-dire Les goguettes, en fait, c'est un groupe d'ouvriers qui se réunissent pour chanter au fond des cabarets. Et ces mouvements commencent dans les années 1840. Alors évidemment, on en trouve pas mal dans la rive droite, mais je crois qu'il y en avait aussi le Mouffetard. Et ces mouvements ouvriers, enfin ces goguettes, sont très connus depuis le commissariat, puisqu'ils étaient assez épris d'un certain militantisme. Donc je vous posais une question. On n'a aucune trace de la manière dont ça s'est passé pratiquement pour Lucien R. C'est-à-dire qu'il n'a pas laissé de traces écrites de ces périodes de militantisme local, dans ce groupe d'études sociales du 5e arrondissement. Les seules choses qu'on a, ce sont des textes finalement écrits au cordeau dans ce journal, dans la revue un trou de mémoire, le Parti ouvrier. Et ces textes ne disent rien de la manière dont ils ont pu être conçus. Ce qu'il a livré comme trace, c'est vraiment ce que le normalien pouvait apporter à ces gens-là avec des textes très écrits, qui tentaient de vulgariser de la science économique, etc. On ne sait pas comment ça s'est passé. Ce qui est sûr, c'est que ça s'interrompt relativement brutalement en 1891. Qu'il a donné toute une série de réflexions dans le Parti ouvrier sur les clivages qui traversaient les groupes almanistes et broussistes, donc dont les militants en question étaient membres, étaient partie prenante, avec comme débat de fond quel rapport entre le militant et l'élu, comment s'insérer dans la politique municipale, et réformisme ou révolution. Dans le détail de ce qui se passe dans ces milieux-là, et la manière dont il les a fréquentés, je n'ai pas de traces. Nous n'avons pas de traces. Ça, c'est sûr. Ça n'a pas été très long. C'est à peu près 3-4 ans. On peut, a priori, se dire que l'accueil n'a pas forcément été très bon. C'est en quelle année, à peu près, c'est 3-4 ans 1887-1891. À l'époque, justement, où les socialistes montent en puissance fortement dans les équipes municipales. À mon avis, l'accueil n'a pas dû être très bon, pas très facile, parce que la différence était considérable, la différence de pratique, la différence de manière d'être, je suppose, et parce que la coupure est brutale en 1891, il n'y a vraiment plus de traces à ce moment-là, et parce que aussi, on sait que les tentatives d'université populaire dans la période postérieure n'ont pas non plus toujours été très faciles.
Donc je ne sais pas comment ça s'est passé, je serais tenté de vous dire que, a priori, ça ne devait pas être très aisé. Voilà. Mais on n'a aucune trace sur la manière dont ça s'est passé vraiment réellement. Ouais. Excusez-moi d'en prendre la parole. Je vous en prie, je vous en prie. Il y a quelque chose d'assez surprenant quelqu'un qui était venu d'Alsace ait été fasciné par l'école universitaire allemande. Parce qu'il y avait un tel refus de la pensée allemande, et même dans les historiens en particulier, où lorsque les Allemands parlaient de leur empereur Charlemagne, il y a toute une école d'historiens français qui prouvaient que Charlemagne n'était pas un Germain, mais un Français. Alors, vous avez dit que Lucien Hère avait ouvert les rayonnages de la bibliothèque à la pensée allemande. Et ça mériterait peut-être une explication qui serait bon de chercher. Oui. Alors, quant à lui, il le faisait même dans une perspective résolument internationaliste. C'est-à-dire que oui, par l'internationalisme, c'est-à-dire que, non pas l'internationalisme socialiste au sens propre, parce que c'est 1889, mais il le fait dans le souci du dépassement de la nation, ça c'est sûr. Hein, dès ces années-là. Hein, pour lui, il est absolument essentiel de faire communiquer les savants de ces pays, hein, quoi qu'il arrive, et de dépasser les frontières nationales. Par ailleurs, je pense qu'il faut distinguer l'opposition à l'histoire allemande et à l'Allemagne comme nation et l'opposition à la pensée allemande. Sur deux plans. C'est-à-dire, d'une part, il y avait l'idée que les penseurs allemands étaient relativement indépendants du pouvoir allemand. En gros, l'Allemagne rêveuse contre l'Allemagne de Bismarck. Et cette Allemagne rêveuse-là, on pouvait la lire. Hein, bon, ça, c'est ce qui est déjà dans Germaine de Staël, hein, de toute façon, ça n'est pas nouveau dans cette perspective. La deuxième perspective, c'est qu'on pouvait être un nationaliste français résolu et vouloir absolument imiter l'Allemagne. C'est même ce qui caractérise une bonne partie des républicains de la fin du XIXe siècle, puisqu'il s'agit, c'est l'une des conclusions de la guerre de 1870, tirée par les gens de cette époque-là, hein, je ne dis pas que je la fais mienne, qui est que l'Allemagne a gagné parce qu'elle était meilleure, et que donc le seul moyen de lui faire face, c'est de reprendre ses méthodes. Alors ça ne veut pas dire qu'on va reprendre toutes ces méthodes, donc on le retrouve systématiquement d'ailleurs dans ces rapports de mission dont je vous parlais des élèves, ils sentent bien, ils sont là-bas pour imiter les méthodes. Donc ils disent, a priori, ils ont un a priori favorable. Hein. Ils y vont en se disant, c'est mieux que chez nous, pourquoi c'est mieux que chez nous ? Mais en même temps, tous leurs textes sont toujours liés à une figure de rhétorique finale, qui est de dire, c'est mieux que chez nous, imitons-les, mais gardons quand même notre sens français. C'est-à-dire, imitons-les jusqu'à un certain point, et gardons de chez nous ce qu'il y a de meilleur, ce qu'ils jugeaient être meilleur. Donc, si vous voulez, c'était dans une perspective totalement nationale. Il s'agissait de se mettre au niveau des Allemands, pour faire aussi bien qu'eux, voire mieux qu'eux, s'inscrire dans une perspective de concurrence, sinon de revanche. C'est pas toujours explicite, la revanche, hein, c'est pas la perspective, c'est pas forcément reconquérir l'Alsace et la Lorraine, hein, mais c'est l'Alsace et la Moselle, mais c'est se mettre au même niveau qu'eux, faire aussi bien qu'eux, voilà, et relever le défi. Et puis, tout en gardant notre identité, d'où ces jeux. Le fait, par exemple, que Gaston Paris, dont je vous ai parlé, qui est le rédacteur de la première grande synthèse d'histoire de la littérature médiévale française, est un importateur massif des méthodes de la philologie allemande sur l'analyse des textes, et en même temps, son travail est de dire que la littérature médiévale n'est pas tout entière allemande, qu'il y a une souche française. Voyez ? Donc on peut être un importateur des méthodes, fasciné par l'Allemagne comme modèle, et en même temps avoir un discours anti-allemand. Je voulais juste ajouter une petite chose. On ne peut pas s'étonner comment pourrait-on dire, du manque d'estime, on peut même dire du mépris, dans lequel Lucien Hère, à un moment, a tenu l'ensemble du prolétariat, parce que c'était quand même un homme de gauche dans notre époque, et puis la grande ambition de la Troisième République, c'était quand même l'éducation des masses. Or, il avait complètement désespéré apparemment de toute une partie de... Est-ce qu'on peut pas trouver... Vous dites ça à partir de quoi il a désespéré de toute une partie ? Ah oui, mais c'est pas forcément le prolétariat. Attention, les trois classes qu'il définit... Oui, mais c'est pas forcément le prolétariat. Là, vraiment, c'est... Non. Oui et non. Hein. Oui et non. C'est-à-dire que la Troisième République met en place un système d'instruction obligatoire primaire
mais un système scolaire très clivé. Aux gens du peuple, le primaire, aux autres, le secondaire qui reste payant. Il n'y a que le secondaire qui mène au bac. Au primaire, à la grande majorité, et d'abord aux gens du peuple, une formation courte qui ne mène qu'à des diplômes modestes. Alors effectivement, on peut en sursélectionner 1%, 2%, 3%, qui vont accéder aux primaires supérieures, etc. Mais disons que la Troisième République est quand même aussi un régime très conservateur sur le plan social. Oui, mais elles ne sont pas sociales. Là, les 3 classes qu'il dit ne sont pas sociales. Pour lui, par exemple, dans la première classe, de ceux qui sont irrécupérables, il y a toute une partie de la bourgeoisie. Hein, c'est pas des catégories sociales. Il définit des types d'hommes qui sont au fond ce qui est jugé des types psychologiques, si vous voulez. Des catégories de pensée. Oui, ou des catégories, des attitudes. Des attitudes, voilà. On nous a parlé du 5e arrondissement et on nous a dit que le centre culturel de l'Europe, c'était Paris. Or, vous venez de nous révéler que l'Allemagne ont été les pionniers au plan de l'université. Je voudrais savoir à peu près à quelle date et pour quelle raison. Et sous l'influence de quel roi ou de quelle république ou de quelle province. Oui, mais moi je peux répondre à une partie de la question. Hein. Je ne sais pas si ma réponse sera totalement autorisée, mais enfin, bon, elle sera ce qu'elle sera. Disons que l'université française est en déclin profond dès le XVIIe siècle, à cause notamment de la mainmise trop étroite du pouvoir religieux. Elle est en déclin savant et la science se fait dans les académies. La science se fait éventuellement dans des ordres religieux, comme chez les jésuites, hein, mais elle ne se fait plus spécifiquement à l'université qui est trop sous la coupe directe du pouvoir. Et d'ailleurs, dès le XVIe siècle, François Ier crée le Collège de France pour donner un peu d'air, voilà, à la science. Hein. Donc le déclin, disons, de l'université française, il est ancien. Il a été gravement accéléré au XVIIIe siècle, véritablement une bonne partie de l'université parisienne est désertée. Hein. Alors c'est pas tout à fait vrai pour les facultés de droit ou les facultés de médecine, comme elles ont une vocation professionnelle, elles restent actives, hein, évidemment, mais disons les facultés non taugées, elles sont en déclin fort. Et évidemment, la multiplication à la fin du XVIIIe siècle, sous la Révolution française et au moment de Napoléon, des grands corps, avec des systèmes de promotion complètement parallèles à l'université, à partir des lycées, achève de vider l'université de son contenu, hein, de l'épuiser. Au contraire, en Allemagne, le mouvement n'a pas été aussi net. Les universités, prises notamment dans les conflits entre catholiques et protestants, ont été amenées à définir aussi des espaces un peu plus neutres. Et puis surtout, la grande réforme prussienne du début du XIXe siècle, hein, menée par Alexander von Humboldt, théorisé par Alexander von Humboldt, qui là aussi, et c'est une ironie de l'histoire, mais parfaitement logique, parfaitement cohérente, c'est la réaction face à l'échec, au désastre de 1806. Hein, le désastre face à la France en 1806 suscite une volonté de modernisation à la française, par la science, disons. C'est pas vraiment à la française, ce ne sera pas par le code civil, etc. C'est un peu plus compliqué, mais une modernisation par la science, par exemple, qui aboutit à faire que la Prusse, qui était retardataire sur ce terrain-là, qui était plutôt, disons, un royaume est-européen, va devenir le modèle de l'enseignement primaire, mais aussi de l'université. Hein. Donc ça devient un très haut lieu de science, et ça se généralise dans les universités allemandes, en profitant de la situation très complexe des villes allemandes dans lesquelles le pouvoir a des vacances, etc. Enfin, voilà. Et de ce point de vue-là, en 1850, l'université anglaise est dans le même état que l'université française, hein, c'est-à-dire inexistante du point de vue savant. La seule chose qu'elle fait, c'est qu'elle forme les clercs de l'église anglicane. Et le choc face aux savants allemands qui arrivent en Angleterre, à Oxford par exemple, qui commencent à révéler ce qu'ils font en matière de géologie, en matière de linguistique, qui démontrent qu'en matière de linguistique, on peut démontrer que la langue de la Bible n'est pas si ancienne que ça, que du point de vue géologique, la datation biblique ne correspond pas du tout, parce qu'on a des millions d'années dans la datation géologique, voire des milliards, et que ça ne correspond pas du tout à ce qu'on a dans la datation biblique. Le choc est absolument terrible dans une université anglicane. Donc voilà, c'est quelques éléments de réponse. Et puis, évidemment, la modernisation industrielle allemande
a nourri encore cette accélération de la place de la science appliquée notamment, dans l'université. Ça à partir des années 1870.